Donc aujourd'hui, effectivement, on parle du tri, qui est un sujet très important. Et le tri, c'est un sujet tellement important qu'il ne faut pas non plus trier seulement des objets. Il faut trier des gens. Il faut trier parfois des tâches, des choses qu'on doit éliminer. Il faut savoir trier toutes les choses qu'il y a à trier dans sa vie. Donc c'est super important. J'en profite juste pour ceux qui vont nous rattraper et qui vont regarder ce replay pour vous rappeler qu'il faut vous abonner et qu'il faut partager ces vidéos pour nous permettre d'avoir de la visibilité, sachant que nous, on n'y gagne rien sur Instagram. Quand on fait ces vidéos, on vous offre des contenus, on vous partage des choses qu'on connaît et qu'on sait. Donc, ça fait partie de ces choses que on vous offre. Donc, si vous trouvez ces contenus sympas et que vous appréciez ce qu'on fait pour vous, eh bien, s'il vous plaît, donnez-nous de l'appréciation avec des likes, des cœurs, des partages, des mises en bookmark, etc. et des abonnements. Voilà. Et j'en termine juste la petite parenthèse avant qu'on se lance dedans. Je rappelle que bientôt nous faisons une formation sur le bien-être au travail avec Maud et que bientôt vous pourrez participer. Cette formation, pour l'instant, elle sera sur du présentiel, mais on se réserve de peut-être vous proposer de quelque chose en ligne si vous êtes intéressé. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir si vous avez envie d'en parler. Voilà, je termine cette parenthèse. Alors, le tri. Alors le tri, et je fais juste le parallèle avec cette parenthèse, c'est qu'en fait parfois on trie aussi au niveau du travail, et c'est un très bon sujet, et on l'abordera très sûrement dans cette formation. Et en plus, je sais que tu es d'accord avec moi, en tout cas je pense que tu es d'accord avec moi, tu vas me le confirmer, mais j'entends tellement de personnes me parler de leur mal-être au travail, que je pense que notre formation effectivement est quelque chose qui est tellement nécessaire. Donc voilà, bien sûr, comme tu disais, on vous en dit plus bientôt. Le tri. Le tri. Pourquoi c'est si important de faire du tri en feng shui? Alors le tri déjà, comme vous le savez, c'est l'action de choisir. Quand on trie, déjà, la définition de trier, c'est faire un choix entre plusieurs options, entre plusieurs objets, entre plusieurs choses. Donc ça, le tri, en fait, c'est un élément qui est indispensable, que ce soit au niveau de vos pensées, au niveau de vos actions et au niveau aussi, comment dire, de la maison. Comme vous le savez, votre maison est l'extension de vous-même. Donc quand vous avez un encombrement au niveau de tout ce qu'on vient de se dire, de vos pensées, comme tu l'expliquais Martine, au niveau des choses qu'on doit aussi trier dans son agenda, dans effectivement sa vie en général, dans ses relations, en fait, ça va se traduire par des choses qu'on va accumuler. On accumule pour différentes raisons. On accumule parce qu'on a un brouillard mental, et du coup, il est difficile sur le moment de prendre du recul et d'arriver à faire des choix entre tout ce qu'on veut garder et ce qu'on veut, de ce dont on veut se défaire. On peut accumuler par culpabilité, parce qu'en fait, on a reçu des objets de la part d'une personne qu'on aime, mais on n'aime pas l'objet, et donc du coup, on se dit oui, mais j'ai peur de faire du mal à la personne. Si elle vient chez moi et qu'elle ne voit plus l'objet, est-ce qu'elle va être vexée? Ça risque de rompre la relation? Enfin, tu vois, ce genre de choses. Et bien sûr, la culpabilité transgénérationnelle. Le napperon de mamie, tu vois, qui représente une petite fermière avec un mouton qu'on trouve absolument horrible parce que nous, on préfère l'art moderne. Mais voilà, on a de l'affection pour notre grand-mère et on a envie de... Voilà, et puis qu'est-ce qu'on fait de ce type d'objet? Jeter ou donner ce type d'objet, ça nous paraît effectivement être une trahison familiale, alors qu'en fait, trier chez soi, c'est se prioriser, c'est décider, faire des choix. Il faut que on prenne la confiance en soi parce qu'on se dit là, j'arrive chez moi à organiser les choses, à trier, à être prête à me défaire des choses. Et donc du coup, et là je te passe la parole et je pense que tu pourras nous en dire plus sur les relations. Ça veut dire que dans la relation à l'autre, la relation qu'elle soit personnelle, professionnelle ou autre, on va aussi gagner en confiance parce qu'on l'aura fait pour nous-mêmes, par amour pour nous-mêmes chez nous. C'est très intéressant ce que tu es en train de dire. J'aime beaucoup cette idée de presque c'est un rapport à la confiance. Moi, je dirais déjà c'est un rapport au désordre mental. C'est-à-dire que si tu as du désordre chez toi, et le désordre, c'est souvent dû au fait que tu as trop de choses chez toi. Tu as remarqué, ces maisons, elles sont sublimes, magnifiques, etc., hyper minimalistes. Souvent, on va vers un minimalisme au moins on réduit la quantité d'objets qu'on a chez soi. C'est vachement plus simple de les maintenir, de les garder rangés, de les garder organisés. Je dirais c'est déjà la base, c'est-à-dire que ne pas accumuler trop d'objets ou trop de choses, c'est déjà une façon d'obtenir une maison qui est rangée. Après, je dis pas se mettre à nu, hein. Le but c'est pas d'enlever des choses dont on a besoin, dont on a absolument envie, mais c'est justement peut-être cette question de se poser des objets. Est-ce que j'en ai besoin? Combien de temps je m'en sers par an pour toute l'occupation que ça fait de mon espace? Qu'est-ce que c'est que ces objets qui vivent chez moi et qui ne payent pas de loyer?
Tu vois, un petit peu ce genre de réflexion. Moi, j'ai une espèce de règle, et parce que j'ai décidé de faire du tri de façon radicale sur les conseils d'une superbe coach Feng Shui. Et donc, du coup, j'applique une règle, c'est celle de je me débarrasse d'un objet par jour. C'est-à-dire que au lieu de faire un tri radical, de tout mettre au milieu de la pièce, comme certaines personnes aiment bien le faire, hein, d'être en mode de plutôt, moi, prendre un objet à la fois et de me dire, bon, ok, est-ce que j'en ai vraiment besoin de cet objet et de m'en séparer. Déjà, en termes de séparation, c'est plus facile, émotionnellement parlant. Et puis, quelque part, je peux me poser la question de réellement, est-ce que je vais vraiment vexer une personne si elle me l'a offert alors que j'en ai vraiment pas besoin? Je pense qu'il y a aussi le fait je cultive, et je sais pas si tu fais pareil, hein, mais moi, je cultive un petit peu avec les gens cette habitude quand on me fait des cadeaux, tu vois, déjà, de vérifier un peu le cadeau qu'on me fait, entre guillemets, ce qui est horrible, hein. Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais c'est horrible, ne choisis pas des cadeaux. Mais si, en fait, quelque part, d'une certaine manière, ça évite que des gens dépensent de l'argent pour rien. Et ça évite d'avoir des objets qu'on veut pas chez soi et dont on n'a absolument pas besoin. C'est-à-dire de savoir dire, bah, écoute, ça, je n'en ai pas besoin, c'est en double, ou je l'ai déjà, ou tu vois, je suis déjà équipée avec ça, ou bien, bah, ça, je m'en servirai jamais. Donc, je vois pas pourquoi tu me l'offres. Genre, la personne qui vient et qui t'offre une pirate Tefal alors que t'es végane, qu'est-ce que tu veux en faire, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Alors, c'est très intéressant ce que tu as dit et j'en rajouterais juste deux choses. Moi, je suis pas minimaliste. Et j'ai tendance à être justement à être dans le overthinking. J'ai tendance à avoir j'ai vraiment une énergie de feu. Donc évidemment, genre beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Et du coup, ça peut être le bazar. Par contre, ce que je fais, c'est que forcément, je me donne des moments de rangement et je me donne des moments de tri. Et quand justement, il y a des moments où mon appartement est vraiment dans ce bazar, du coup, je prends et j'aime ça maintenant. C'est devenu, alors j'applique ce que tu dis, une addiction qui a bien tourné. Ce moment effectivement de se dire que je vais prendre une demi-journée où je vais faire du tri, où j'ai bientôt passé tous mes passages à la déchetterie sont bientôt pleins. Donc voilà, nous avons ce moment où tu te dis, je vais prendre le moment pour moi, et c'est un vrai acte d'amour de soi, de se dire, ok, je sais que j'ai cette tendance à avoir beaucoup de pensées, à avoir effectivement des moments comme ça un peu de rush. Par contre, ce que je vais faire, désolée, c'est que je vais Précise quand même que ma pauvre, t'as un rhume et que t'es assez sympa de venir animer le hippie matin de ce matin alors que t'as un rhume. désolée, tu vois, je m'enflamme, mais ça enflamme ma gorge. Donc juste pour dire qu'effectivement, pour les personnes qui sont peut-être moins dans ce truc de tous les jours, qui est très bien. Carrément, c'est aussi une très bonne façon de faire. Il faut choisir sa team. Est-ce qu'on est team un peu tous les jours ou est-ce qu'on est team on se donne une demi-journée quand on voit effectivement qu'on a ces périodes d'overthinking et où on doit faire du tri. Et après, j'ai aussi mis en place une routine tous les soirs avant d'aller dormir. Je passe une demi-heure où je fais tout le tour de mon appartement et je trie, je range, je jette. Voilà, c'est vraiment ce côté où l'appartement doit être nickel avant que je dorme, ce qui fait que j'ai un sommeil serein. Et que le lendemain, effectivement, je suis dans de bonnes dispositions quand je me lève. Je commence pas avec une espèce de truc comme ça. Ensuite, pour revenir sur le minimalisme, effectivement, j'entends ce que tu dis. Je pense qu'il y a des gens qui le sont foncièrement pas. Et du coup, ça va être compliqué pour eux de faire ce moment qui va être en fait un peu en désaccord avec leur fonctionnement. Par contre, ce que je ce que je leur conseille dans ces moments-là, c'est vraiment cette notion de comment dire, d'évaluer le bon équilibre. On parlait de relations, tu as des gens qui vont avoir 3 amis et c'est ce dont ils ont besoin. Et tu as des personnes qui vont en avoir 50. Alors, ils vont forcément avoir des amis plus proches, des amis moins proches, mais effectivement, ils ont besoin de cette extraversion. C'est un peu pareil avec sa maison. Moi, c'est un peu mon credo. Je pense qu'on a une relation plutôt introvertie ou extravertie avec sa maison. Et c'est ce rapport à l'objet qui va traduire ça. Les personnes qui ont besoin de se sentir entourées chez eux, mais j'ai vu des maisons chargées, un peu type baroque, mais très bien organisées. Et chaque objet avait vraiment sa place et était valorisé. Tu vois, c'est pas l'objet qui était là par culpa, c'était pas l'objet qui était là parce que parce qu'au final on voulait montrer des choses. C'était en fait des personnes qui étaient des vrais amoureux de l'art. Une personne qui était encadreur donc depuis 30 ans et son compagnon qui aimait également beaucoup l'art. Et donc du coup c'était chez eux en fait une façon d'exprimer ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des vrais amoureux de l'art. Donc c'était important que ça baigne un peu leur quotidien. Donc voilà, donc je dirais qu'il faut plutôt comprendre comment on fonctionne en termes d'équilibre. Et après, par contre, oui, avoir un bon équilibre avec l'objet. Si on est, par contre,
je suis d'accord avec toi, et là on va venir au sujet peut-être du syndrome de Diogène. Je pense que c'est important qu'on en parle. Tu vois, cette notion de, par contre, c'est une question d'extrême. Tu vois, les personnes qui vont, j'ai déjà eu le cas de personnes qui m'ont dit, je suis anticonformiste et du coup je me défais de mon frigo, de mon, voilà. Donc dans ces cas-là, ils m'ont posé la question, quel est votre conseil Feng Shui? Waouh! Et je me suis dit, bon, je vais trouver ça extrême, sans jugement, mais c'était pour eux. Et je leur ai posé la question de dire, moi, en Feng Shui, le seul conseil que je peux vous donner, c'est est-ce que cela vous fait du bien au quotidien? Et je pense que quand on parle de tri, c'est cette question qu'il faut se poser. Est-ce que ces personnes, je comprends leur anticonformisme, leur rébellion, je comprends très bien cette envie de changer la société. Mais est-ce que eux, en tant qu'individus, au quotidien, ne plus avoir de frigo, ne plus avoir de confort comme ça, parce qu'ils ne voulaient plus du coup payer EDF pour plus être dans la société, est-ce que du coup, ça va leur apporter du confort? Et à l'inverse, il y a une personne qui a un syndrome de Diogène qui me dirait, mais j'ai besoin de tous ces objets. L'autre cas extrême, je pense qu'en fait, non, on n'est pas dans l'équilibre dans ces deux cas-là, par exemple. Ok. Je rappelle pour les personnes qui ne savent pas, le syndrome de Diogène, en fait, c'est un syndrome d'accumulation qui est compulsif, qui est quasi obsessionnel, qui fait en sorte qu'une personne, à partir du moment où elle a fait rentrer quelque chose chez elle, il lui est difficile de faire partir cette chose de sa maison. Et justement, elle est liée d'un attachement particulier à cet objet, c'est-à-dire qu'elle va penser, cet objet pourrait me servir plus tard. Et c'est une personne donc qui vit un petit peu dans l'attente que quelque chose se passe de ces objets et qui des fois se retrouve à accumuler tellement d'objets parfois inutiles, parfois qui vont aller jusqu'à une certaine forme de problématique d'hygiène, mais c'est pas toujours le cas. Certaines personnes avec un syndrome de Diogène ne sont pas sales, ils sont vraiment en mode où ils ont une accumulation incroyable chez eux où il est difficile de circuler chez eux, il est difficile de pouvoir accéder. En général, la bonne nouvelle, c'est que ça se limite à chez eux, mais des fois, ça déborde, ça va jusque sur le palier, ça va jusque dans le couloir, sur le balcon, et puis des fois, ça commence l'accumulation chez d'autres personnes ou dans des box de rangement. Donc, ce syndrome de Diogène, c'est quelque chose qui va être quelque chose qui va, pour lequel le tri, ça va devenir une épreuve assez incroyable, et c'est pour ça que je recommande toujours d'aller progressivement avec ce genre de syndrome quand on veut se séparer des objets parce que ça reste assez traumatique pour ces personnes. Elles ont un véritable attachement en fait avec leurs objets. Et du coup, ce détachement et ce deuil naturel qu'il faut faire progressivement, justement, il faut l'apprendre. Donc pour l'apprendre, on fait petit à petit quelque chose. Et du coup, on peut se fixer des objectifs quotidiens. Moi, je fais partie de ces gens qui justement n'aiment pas trop le changement radical, c'est vider une maison d'un coup, c'est toujours un espèce de dépression de toute manière parce qu'il y a quand même plein d'histoires qui ont plein de potentiel. Mais effectivement, je me pose toujours la question de quand je fais quelque chose, genre ça me sert à quoi? Je m'en sers combien de fois tous les mois? Je m'en sers combien de fois tous les 3 mois? Je m'en sers combien de fois tous les 6 mois? Et cette question que je me pose, je me dis bon, ok, cette chose, je m'en sers absolument pas, même si je l'aime, même si elle est jolie, même si quelque part, bon, elle sert peut-être un peu de déco, elle encombre. Donc il faut se poser vraiment la question de savoir si on la garde ou pas. Et puis, pareil pour les objets cassés. Tu nous en parlais la dernière fois au niveau symbolique, garder des objets cachés, cassés, pardon, c'est pas une bonne idée. Ça a quelque chose de l'accumulation. Pareil pour les objets cachés, hein, je pense qu'il doit y avoir un truc J'allais de. dire, très bon lapsus. Oui, oui. Tout à fait. Alors, tout ce que je veux dire très juste, c'est qu'effectivement, les objets cassés, quelle est l'image que tu t'envoies en termes d'amour de toi? Tu t'envoies le fait que tu as peur de redépenser, donc peur de manquer d'argent. Voilà, peut-être que t'envoies pas ce je mérite d'avoir des choses qui sont fonctionnelles, parce que forcément, que se cacher, Je pense aussi que quand tu as quelque chose de cassé chez toi, tu te renvoies à l'image de toi-même que tu es cassé. Et ça, c'est déjà, oui, c'est le reflet de soi-même. tout à fait. Moi, je sais que j'avais une image de Stark qui m'avait marqué. Stark, qui est un très grand designer du XXe siècle, qui justement, voilà, c'était un reportage sur lui. Et en fait, il est en train de dessiner avec sa fille à côté de lui. Et du coup, à un moment, son feutre ne marche pas, il le jette. Et moi, je sais qu'en tant que personne un peu parfois économe par peur de manquer, je travaille dessus avec ton aide. Effectivement, tu vois, il y a cette notion de, bah moi, le feutre, je vais essayer de voir si elle marche pas le lendemain, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, Stark, c'est quelqu'un qui a une puissance de création incroyable, qui a créé des choses, qui vient d'un milieu très populaire. Hein. Il était pas bon à l'école. Il a, comment dire, fait un CAP dans tout ce qui était métallurgie. Et au final, il s'est complètement extrait de tout ça et il est devenu un génie créatif. Et du coup, c'est intéressant de voir ce côté, tu vois, action-réaction. On parlait de ça tout à l'heure. De se dire, ça marche pas, je jette. Tu vois. Et du coup, je trouve ça génial de se dire, en fait, il perd pas de temps.
Tu vois? Et donc ça, c'est intéressant, cette notion de perte de temps, parce qu'en fait, tout est énergie. Donc en fait, quand tu as beaucoup de choses chez toi qui ne sont pas organisées, encore une fois, quand on est dans un équilibre assez sain, on peut être minimaliste, on peut avoir un peu plus de choses. L'important, c'est que ce soit bien géré. Par exemple, tu vois, les gens qui adorent lire, tu as des personnes qui vont avoir des pièces bibliothèques avec, je sais pas, 300, 400 bouquins. Si c'est bien rangé, c'est tout à fait OK. La personne qui va avoir les tas de 400 bouquins par terre, voilà, là, on va plus du tout être dans la même chose. Donc, encore une fois, c'est comment est-ce qu'on gère tout ça. Mais effectivement, c'est important, cette notion de... pardon. De gestion de l'énergie. Tu as lancé un truc aussi super important, la fonctionnalité. Est-ce que ça me sert? Par exemple, tu as des gens qui vont pas trop cuisiner et qui pourraient se dire, bah tiens, j'ai quand même envie d'avoir une belle cuisine parce que ça se fait. Mais si derrière tu n'utilises pas tes ustensiles de cuisine, ok, tu vas peut-être des belles choses, mais ça va t'encombrer, il va falloir les nettoyer en plus, ça va prendre la poussière, tu vas pas savoir quoi en faire, tu as perdu de l'argent, parce qu'au final tu les utilises pas. Il y a des tas d'objets, on se dit, je m'en sers pas très souvent, donc je vais les garder quelque part, c'est fermé, on le voit pas, c'est pas grave, c'est Oui. caché. Oui, bien sûr, pardon, les objets cachés, excuse-moi. Oui, les objets cachés, effectivement, c'est intéressant. Parce qu'il y a aussi cette notion de, on met un peu sous le tapis, tu sais, ce qu'on n'a pas géré. Et du coup, c'est intéressant cette notion aussi de, en fait, tu sais, un peu ces ménages de printemps et d'automne où on ouvre tout, on ouvre les placards, on ouvre les tiroirs, on ouvre toutes les fenêtres. Cette notion de, ok, là, on demande à tout voir, en fait, quelque part, et à refaire ce tri. En fait, c'est une épreuve de foi, quelque part, d'aller jusqu'au bout de ce forme de tri. Encore une fois, juste, hein, faut pas être dans les extrêmes. Mais c'est important de se dire, ok, par exemple, tu vois, si t'as, je sais pas, si t'as un objet vraiment, tu sais que tu n'en veux plus, il te pèse, mais t'as jamais osé le donner ou le vendre. Et ça aussi, c'est important dans le tri. C'est qu'en fait, qui dit tri dit l'étape suivante, c'est le désencombrement. Le tri, c'est vraiment la première étape de cette action de faire de l'air chez soi, de faire rentrer les nouvelles énergies, de se désencombrer. Le désencombrement, on l'a dit, ça va te faire gagner en sérénité. On rappelle une chose ici qu'on avait déjà énoncée, on fait une comptabilité mentale de toutes nos possessions, qu'on le veuille ou non. Que vous ayez deux maisons, un garage, juste un appartement avec une cave, un grenier, vous allez de toute façon compter. Votre cerveau est un magnifique ordinateur. Il y a l'option Excel. Le pack office est intégré. Vous avez l'option effectivement tableur et du coup, vous comptabilisez. Donc, comme tu l'as dit, les gens qui vont avoir envie d'avoir peu de choses parce qu'ils ont envie de garder l'énergie pour autre chose, eh ben, le minimalisme, c'est effectivement puissant pour eux parce que leur tableau Excel va être tout petit. Ceux qui ont besoin d'avoir plus de choses parce que ça répond à un besoin aussi, bah, du coup, effectivement, de la même façon. Par contre, la personne qui a besoin plutôt de minimalisme et qui va avoir un gros tableau Excel, ça peut être stressant. Donc, c'est super important, cette notion de se sonder et de faire en sorte que le nombre de possessions qu'on a corresponde à la dose d'énergie qu'on est prêt et pour lequel on est câblé, en fait, à donner. Tu vois, t'as des personnes qui vont avoir beaucoup plus envie de donner dans les relations. Et là, effectivement, je pense que c'est un sujet très intéressant aussi, le tri dans les relations. Et tu vois, cette notion de à quel moment aussi ce que tu possèdes devient toxique pour toi, à quel moment il y a des objets qui sont en plus toxiques d'un point de vue matériaux, d'un point de vue aussi, comment dire, d'un point de vue symbolique. Enfin voilà, il faut faire très attention à ça, comme il y a des personnes qui vous correspondront pas, et ça, tu vas nous en parler. Mais effectivement, cette notion de vraiment, ouais, oser, ça demande aussi de l'affirmation, tu vois, oser, peut-être aller contre la famille qui va te dire, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as donné ou vendu le tableau de mamie, le machin? C'est pas forcément facile, tu vois. Mais derrière, effectivement, il y a cette notion de libération, de se dire, c'est ma vie, c'est ma maison c'est ma vie. Voilà, les deux sont liés. J'y passe du temps. D'un point de vue psycho-émotionnel, ça m'impacte. Donc c'est à moi de décider ce que je veux. Par quoi je vais être impacté? Tu vois, c'est vraiment un acte d'affirmation, le tri, en fait, c'est hyper puissant. Et les trois dernières choses que je rajoute, et après je te passe la parole parce que c'est super intéressant cette notion de tri dans les relations, c'est le fait que, donc qui dit tri dit désencombrement. Qui dit désencombrement, en fait, pour essayer peut-être de dépasser ce frein, parce que ça aussi c'est intéressant, comment dire, tout ce qui est frein au tri et au désencombrement, tu vas nous en parler dans un instant, parce que c'est la spécialité, effectivement, de pouvoir aider les gens à dépasser leurs freins et leurs résistances. Mais justement, cette notion de pourquoi est-ce qu'on a du mal à trier quand on sait que c'est bon pour nous. Et du coup, pour se désencombrer, il y a trois choses qui peuvent nous aider. Ben, jeter tout ce qui est, on disait, cassé, qui est plus fonctionnel, tout ce qui va être très dur à vendre, ça va nous prendre une énergie de dingue et on va gagner 3 euros, ça sert vraiment à rien. Et vraiment, cette notion de, on peut donner à des associations. Moi, j'avais donné des objets d'enfance comme ça.
beaucoup d'objets d'enfance. J'avais pas envie d'encombrer mes parents avec ça dans leur nouvelle maison qui est beaucoup plus petite que celle d'avant. J'avais pas envie de les avoir chez moi. Hein. Comme en plus je déménage beaucoup, j'avais pas envie de trimballer ça avec moi. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? En même temps, c'est quand même émotionnel, tu jettes pas des petites poupées d'enfance, machin. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chez Emmaüs et je les ai donnés effectivement. Et ça a été sympa parce que les gens m'ont bien reçu. Tu vois, il y a eu un échange sympathique, on a rigolé, on a fait des blagues. Et en fait, il y a eu ce moment qui est resté un peu ancré de bah, ça a été un moment sympathique, tu vois, de passation d'objets. Alors peut-être que derrière ils les ont jetés, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce moment m'a fait du bien, tu vois. C'était pas le je me défais dans la souffrance. Et ensuite, donc il y a le fait de pouvoir donner à des associations même des choses qui sont importantes émotionnellement pour nous, parce qu'au final, on sait que ça peut être utilisé dans de bonnes conditions. Je me dis, bah tu vois, il y a peut-être deux petites filles qui vont utiliser les mêmes poupées, voilà, enfin des choses comme ça. Et après, le dernier exemple, c'est de se dire qu'on peut vendre. Il n'y a pas de culpabilité à se faire de l'argent avec des choses soit familiale, ça va choquer, je sais, mais tant pis. On peut effectivement, si nous, on sent que c'est vraiment pas pour nous, qu'on n'a pas du tout envie de garder certains objets, on peut les vendre. On peut aussi effectivement vendre des objets qu'on nous a donnés, on peut vendre des objets qu'on a acquis autrement. Et voilà, moi je sais que c'est ce que je dis toujours quand je donne quelque chose. Ma filleule, par exemple, je lui ai donné une coiffeuse pour ses 10 ans et je lui ai dit, tu en fais absolument ce que tu veux. Tu ne te mets pas la pression de te dire, ah, faut que je la garde jusqu'à la fin de ma life parce que ma marraine m'a offert cette coiffeuse. Non, si tu veux la vendre, tu la vends. Si tu veux la donner, tu la donnes. Si tu veux écrire dessus, t'écris dessus. Voilà, au bout d'un moment, quand on donne quelque chose ou quand on a reçu quelque chose, ça n'appartient plus à l'autre. Donc cette notion de tri, on est décisionnaire de ce qu'on en fait. Je pense qu'il y a une part aussi de culpabilité dans le tri, et je vais la rajouter parce que c'est un sujet, de nos jours, on est de plus en plus dans la culpabilité de jeter. Et de jeter pour des raisons, pour des raisons de pollution, pour des raisons d'accumulation d'ordures, de se dire, si je jette, alors ça sera dans la nature, autant que ça soit chez moi. T'imagines au niveau psychologique ce que ça envoie comme message. Ma maison, c'est une poubelle. Donc c'est un peu problématique. Donc ouais, le tri au niveau psychologique, il est très important. Et cette question que tu as posée, c'est qu'est-ce qui m'empêche de me séparer de quelque chose? Elle est parfois extrêmement profonde. C'est-à-dire, des fois, ça va aller au point de oui, mais c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Oui, mais ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle va dire? Bah, elle est morte. Ah, donc en fait, ça serait faire le deuil une nouvelle fois de ta grand-mère en jetant cet objet, en fait. Donc il faut gratter et creuser un petit peu pour comprendre où est-ce qu'on en est au niveau psychologique en fait de ce qu'on pourquoi on veut pas jeter tel ou tel objet, c'est compliqué. Il y a cette résistance aussi des fois de bah oui mais si je jette cet objet alors je vais manquer à un moment donné de cet objet, c'est-à-dire la psychologie du manque. Et du coup, en fait, on va jouer sur l'espèce d'attachement en fait émotionnel qu'on a avec les objets ou avec les gens qui nous ont donné les objets. Et ça aussi, c'est important. Parfois, un cadeau, c'est l'extension de quelqu'un. C'est une façon d'avoir quelque Mhm. chose qui nous permet de penser à quelqu'un. Alors effectivement, si la chose que la personne vous a offert, c'est une plante ou c'est quelque chose que vous essayez qui est joli dans votre environnement, qui est vraiment pas très encombrant, ça va. Mais si ça devient quelque chose d'encombrant, si ça devient quelque chose qui commence à vous déranger, posez-vous aussi la question de la relation que vous avez avec cette personne. Et du coup, on va parler de ce tri des relations parce que c'est important. Les personnes qui vous donnent 4 milliards d'objets à stocker chez vous alors que vous n'avez pas envie de les garder, qui vous obligent à les garder, qui ne respectent pas votre liberté de garder, de ne pas garder les choses, comme tu parlais de ta filleule à qui tu donnes quelque chose et elle n'est pas obligée de le garder. Moi, j'ai fait des couvertures pour ma filleule que j'ai tricotées, etc. Le jour où elle en a plus besoin, elle en a plus besoin. Tu vois ce que je veux dire? Même si je l'ai fait avec mes mains, même s'il m'a pris du temps, ben autant que quelqu'un d'autre en profite ou que quelque chose en profite plutôt qu'elle s'oblige à le garder juste parce que c'est sa marraine qui lui a fait quoi. Ça n'a pas de sens. Donc on est d'accord que c'est déjà se poser cette question des amis qui, dans notre vie, viennent encombrer. Et en fait, l'encombrement, c'est pas seulement l'encombrement matériel, c'est aussi l'encombrement du temps. Ces gens qui viennent squatter, ces gens qui se posent pas la question de respecter ton temps, ceux qui te parlent toujours de leurs problèmes sans avoir d'idée de peut-être que ça te prend du temps, que peut-être que ça te prend de quelque chose qui pourrait peut-être faire quelque chose pour toi, un retour aussi pour ton écoute ou pour ce genre de choses. Donc faire le tri dans ses amis. Le tri dans ses amis aussi, c'est les gens qui ont des mauvaises influences, qui apportent des addictions comme l'alcool, comme la drogue, comme ces choses-là. Parfois, il faut savoir faire le tri aussi de ces choses-là. Expliquer à ces personnes que si on veut se boire, eh ben, c'est pas forcément dans le cadre de forcément boire de l'alcool, ou bien de toujours faire des soirées qui donnent l'impression de perdre son temps, etc. Donc,
Il faut savoir jauger ce qu'on a envie de faire. Moi, j'ai envie dans ma vie d'avoir des relations qui sont intellectuelles, qui sont profondes, qui me permettent de réfléchir, qui me permettent d'avancer. Forcément, il y a quelques années, j'ai dû faire un tri de toutes ces personnes qui autour de moi étaient extrêmement superficielles, qui voulaient faire que des soirées à aller boire des bières. Ça m'intéressait pas. Et forcément, il y a un moment donné, il faut faire le tri en se disant, OK, mais quand je fais le tri, qu'est-ce que je perds réellement? Et souvent, on se dit, oh là là, j'ai l'impression de perdre quelque chose. Et puis quelques mois plus tard, quand on découvre en fait ce qu'on a perdu, bah, finalement, on n'a pas perdu grand-chose. Donc faire le tri dans ses amis, des fois, c'est important aussi, ou ses relations. C'est pas une question d'abandonner les gens. Ça veut pas dire parce qu'une personne est en souffrance qu'il faut la laisser tomber. Ça veut pas dire parce qu'une personne est en train de vivre un drame ou quelque chose qu'il faut l'abandonner. Absolument pas. Hein. Qu'on se comprenne bien, justement, les personnes qui sont en train de vivre des drames, c'est peut-être le moment où il faut enfin, les aider à sortir de là. Faut pas hésiter à les orienter vers des spécialistes, des thérapeutes, etc. Puis leur rappeler que c'est pas une faiblesse, c'est pas une insulte non plus de dire va voir un thérapeute, c'est un spécialiste, c'est son métier, il va t'aider à sortir de cette situation, ou il va t'aider à faire ton deuil, il va t'aider à passer ce genre de choses. Dans tous les cas, il faut de temps en temps quand même se désencombrer de ses amis qui prennent du temps et qui ne donnent rien en retour, ou qui n'ont pas à cœur de partager, ou qui n'ont pas à cœur de nous aider dans notre vie. Il y a beaucoup de gens, souvent on est en mode genre oui mais j'ai peur de ce qu'on va dire de moi, mais j'ai peur de ce que les gens après ils vont. Ben oui mais si ces gens vous avez peur de ce qu'ils vont dire de vous en fait c'est qu'ils auraient de toute manière dit des choses de vous en particulier parce qu'ils vous fréquentent et à partir du moment où ils vous fréquentent plus ils n'ont plus rien à dire sur vous en fait. Ils vont faire des cancans sur d'autres personnes. Donc faire le tri relationnel c'est aussi le tri autour des valeurs fondamentales. Ça c'est important. Et puis un autre unité de tri qui est importante, c'est le tri professionnel. Et je vous jure, ça, c'est le tri. On a tous envie de le faire et quand on peut, on le fait. D'ailleurs, la procrastination vient souvent derrière l'envie de faire du tri en fait dans sa vie, c'est-à-dire de se débarrasser de toutes ces choses qu'on n'a pas envie de faire au niveau professionnel, qui nous intéressent pas, qui nous épanouissent pas, qui nous font pas nous sentir bien ou qui encombrent notre temps de travail, qui sont souvent ces choses qu'on fait parce que on a un boss qui nous demande de les faire pour lui et pas pour autre chose, parce que c'est lui qui va présenter ces choses-là. Mais en fait, ces tâches, elles nous sont inutiles et elles nous encombrent. Elles encombrent notre journée. Elles viennent parfois ponctuer des moments de notre journée qui nous empêchent d'avoir une certaine forme de productivité. Et de la même manière que dans le feng shui, tu le dis toi-même, hein, c'est le vent et l'air, ou je sais plus, c'est le vent et l'eau, c'est le vent et l'eau, je dis des bêtises, c'est ça, hein. Avant et l'eau. C'est C'est ça. Et donc, le feng shui, comme c'est le vent et l'eau, c'est de la fluidité qu'on cherche dans sa vie. On fait du tri pour être fluide dans sa vie. On fait du tri au niveau matériel pour avoir des mouvements libres dans sa maison. On fait du tri dans ses relations pour avoir des mouvements libres de pouvoir s'épanouir, de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, de conserver une bonne énergie, d'être dans une bonne énergie. Et puis on fait du tri aussi au niveau professionnel pour être plus productif, pour avoir une forme de flow aussi, donc une certaine fluidité dans son travail et dans sa productivité. Tout à fait. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, tout à fait. Et en fait, en Feng Shui, tu me diras si c'est pareil en coaching, mais en Feng Shui, justement, il y a cette chose de faire du tri, en fait, c'est faire face à ses peurs. Comme tu le disais tout à l'heure, en fait. La peur de manquer, la peur d'être critiqué, la peur de faire de la peine, la peur de perdre des relations, si quelqu'un se vexe parce qu'on a jeté ou vendu ou donné quelque chose qu'on avait reçu de sa part. Et puis, il y a cette notion de, par exemple, quand on va justement, tu parlais d'air et d'eau, qui sont des éléments qui, le vent et l'eau, qui vont, comment dire, littéralement, ça veut dire le feng shui. Le feng shui, ça veut dire le vent et l'eau, parce que ce sont des éléments qui traduisent l'information. Et en fait, il y a cette notion en feng shui dans la maison, quand tu fais du tri, quand tu te désencombres, en fait, tu appelles de nouvelles énergies à venir chez toi. C'est-à-dire que, en fait, on t'appelle l'abondance. Alors, c'est là où je dis pas d'extrême. On jette pas tous ces meubles, on jette pas tout, etc. pour appeler un total renouveau. Mais en tout cas, par exemple, si dans un secteur particulier, on va justement créer du mouvement, on va avoir cette notion de justement de changement et l'univers va y répondre. Alors, ça dépend de vos croyances, mais effectivement, il y a cette notion de l'univers va répondre à ça en fait. Ah, je crois qu'on a un petit problème technique. Ça va revenir tout de suite. Ah, alors attendez, on va redemander à Martine de se joindre à nous. Il y a eu un petit problème technique. Hop.
Ça va revenir tout de suite, hein. Ça y est, on a relancé. Donc, je sais pas ce qui s'est Oh, super. passé. Nous avons eu un petit problème technique. Ça a coupé. J'ai loupé toute une partie. Ok, bah pas de souci. En fait, ce que je disais, c'est qu'effectivement, en résumé, quand tu fais du vide chez toi, Mhm. encore une fois, par vide, on se comprend, quand tu fais du tri chez toi de façon équilibrée, tu vas appeler du renouveau. Encore une fois, quand on a besoin d'un vraiment un fresh start, d'un renouveau total chez soi, je ne conseille pas quand même de se défaire, comme dans l'exemple précédent, de ces meubles importants, des choses qui vont nous mettre dans le confort. Par contre, il y a des moments dans la vie où on a besoin de faire un énorme tri, de vraiment prendre étagère par étagère, tiroir par tiroir. Si vous sentez que c'est bon pour vous, allez-y. Parce que quand vous faites ça, vous changez, vous bougez les énergies pour faire avec quoi ce que tu disais quand tu parlais du vent et de l'eau, justement, qui sont les éléments qui remuent, qui apportent de l'information et qui apportent justement, effectivement, cette vie, en fait, ce changement. Et donc du coup, oui, c'est important. Et ce que je veux dire par là, c'est que voilà, ça dépend de vos croyances, mais en Feng Shui, moi, je suis convaincue que ça apporte aussi de l'abondance. Parce que l'univers ayant horreur du vide, Mhm. quand vous allez appeler par vos actions de tri du changement, l'univers va y répondre. Il va dire, ok, elle est prête ou il est prêt à enclencher de nouvelles choses. Ok. Donc quand tu parlais de relations, c'est pareil. Les gens qui peuvent avoir, j'imagine, hein, tu vas me le dire, mais qui peuvent avoir peur d'être seuls, et je comprends tout à fait ça, en faisant du tri et en changeant comment dire ses relations, en tout cas en décidant de rompre pardon certaines désolé c'est le rhume. Effectivement, si vous décidez de rompre certaines relations qui sont plus bonnes pour vous, bah en fait je pense que c'est un peu pareil que pour le feng shui, c'est que du coup l'univers va vous amener des nouvelles personnes sur votre chemin qui sont plus alignées. Tout à On va avoir fait. cette confiance, en tout cas, voilà, au niveau du feng shui, d'avoir cette confiance, comme dans la vie, l'univers va pas vous laisser avec du vide suite au tri. Il va vous aider à remplir avec d'autres choses. Ouais, je suis assez d'accord. Plus on a cette mentalité de se sentir seul, et plus on va se dire qu'en fait, on va pas rencontrer des gens, et plus on passe à côté de quelque chose, en fait. Ce n'est pas parce qu'on fait du tri relationnel dans sa vie qu'on va être seul. Au contraire, on va laisser de la place pour rencontrer d'autres personnes et pour avoir la possibilité d'avoir des gens qui nous épanouissent vraiment, en fait, qui nous correspondent aussi vraiment. Parce que il est évident que c'est une notion de s'il y a des personnes dans notre vie qui font que nous pomper notre énergie, mais que ces personnes quelque part, bah, vous apporte rien, c'est pas une relation équitable. Ce n'est pas une relation équitable. Et si elle n'est pas équitable, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes vous apportent autant que vous leur apportez. Il faut qu'elles aient à cœur la volonté, l'envie, la motivation, en fait, de vous apporter ce que bah, vous leur apportez un petit peu derrière. C'est-à-dire qu'elles prennent votre meilleur intérêt comme une part de leur meilleur intérêt. C'est que ce soit vous soyez une extension dans leur meilleur intérêt. Donc, il est évident que faire du tri dans sa vie, c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de solitude, et surtout aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux où tout le monde est derrière son écran et finalement personne n'a de vraie connexion. Donc, c'est assez difficile. Pas grand monde n'a de vraies connexions. Mais du coup, se séparer de ses amis, ça reste un sujet délicat, mais parfois c'est nécessaire. Et alors, si on parle de se séparer de sa famille de temps en temps, c'est encore plus difficile parce que justement, c'est la famille, c'est le sang. Et en fait, non, on n'est pas obligé d'endurer sa famille, on n'est pas obligé de se mettre dans une relation où on souffre en fait dedans. Donc faire du tri aussi au niveau relationnel avec sa famille, c'est poser des limites, hein, tout simplement. C'est poser des limites claires, saines avec sa famille, faire clairement comprendre, ben, voilà où sont mes limites, voilà où ça commence, voilà où ça finit. Et d'investir son temps en fait bah, auprès des personnes qui, elles, nous font vraiment nous sentir auprès d'une famille. Mhm. Alors très intéressant, et tu vois, je fais pareil avec le feng shui. J'avais eu une cliente il y a quelques temps qui justement avait eu ce problème de sa famille, qui faisait du tri chez elle. Ses parents faisaient du tri chez eux. Et du coup, il lui donnait, sans lui avoir demandé au préalable si elle en voulait, il lui donnait, en fait, ils arrivaient chez elle avec des objets, en lui disant, tiens, on te les donne. Et en fait, ça avait été assez intéressant comme exemple, très agréable pour elle, parce que du coup, ça l'avait forcé enfin, très agréable a priori, mais par contre, oui, il y avait un travail derrière de coaching qui était justement d'apprendre, comme tu viens de le dire, à mettre ses limites personnelles avec sa famille en disant non, vous faites du tri chez vous très bien, mais ne vous déchargez pas de cette culpabilité de vous défaire des objets sur moi, qui au final, tu vois, cette personne se retrouvait avec des trucs dont elle n'avait absolument pas envie, alors qu'elle avait en plus elle-même très bien organisé sa maison, donc c'était pas pour être polluée, tu vois. Donc très intéressant aussi cette notion de, comme tu viens de le dire, tu parles de famille, et oui, je pense qu'en Feng Shui, on retrouve beaucoup ça aussi, cette problématique d'objet et de tri par rapport à l'objet qui est liée aux familles, tout à fait. Hein. Je pense que c'est même la partie qui est la plus difficile en fait, parce que finalement
On arrive peut-être plus facilement à se séparer d'objets quand on a perdu un ami ou quelque chose. Il y a même des fois un syndrome qui est celui de la séparation, on perd le goût en fait de plein de choses. Et on se sépare de plein d'objets parce qu'on avait qu'un d'eux. Et donc du coup là c'est carrément l'opposé en fait de on fait un tri radical qui devient quasi extrême. Mais effectivement, se séparer d'objets qui sont liés à des amis, enfin ça va, c'est encore faisable, mais souvent les objets liés aux familles c'est le plus difficile parce que c'est les personnes avec qui il va falloir poser des limites personnelles, c'est les personnes avec qui il va falloir faire passer ce message de stop, arrêtez de décharger chez moi, comme tu le dis, cette image elle est super importante de cette personne dont les parents viennent décharger leurs objets chez elle. Mais ils l'ont pris pourquoi? Pour l'unité de tri, ils l'ont pris pour la décharge, ils l'ont pris. Enfin, rien qu'au niveau psychique, le message il est assez maladroit et assez, je trouve, assez vexant, enfin, d'une certaine manière. On a le droit d'avoir un minimum d'ego, on va dire. Ce minimum d'ego qui est non, mais tu viens pas débarrasser tes objets chez moi. Comme les gens aussi qui viennent débarrasser leurs problèmes, qui sont en mode, genre, vas-y, il faut que je te raconte ces choses-là qui sont passées sur ma vie, etc. Si t'es pas un professionnel de santé ou un professionnel psychologique, on va dire, qui accompagne psychologiquement les gens, les gens n'ont pas forcément envie de l'entendre, ces choses-là. Sont pas forcément prêts, en fait, à entendre le fait que tu te décharges. Alors, être un ami, soit, je suis d'accord que les amis, il faut qu'ils soient là dans les bons comme dans les mauvais moments, mais il faut qu'ils soient là dans les bons. C'est une personne, elle vit tout le temps avec que des problèmes tout le temps et qu'elle n'a pas d'aspect positif à partager. C'est compliqué. C'est compliqué de la laisser rentrer dans sa vie parce que ça a un aspect un peu polluant, en fait, psychiquement, quand on fait tout pour garder son énergie de manière positive, même si on a des choses difficiles qui nous arrivent dans la vie, on fait tout pour essayer de rester dans un état d'esprit positif. Et quelqu'un vient avec un esprit négatif, pessimiste tout le temps, c'est désagréable. Je comprends. Et de la même façon, tu vois, on pourra en parler si tu veux dans un prochain épisode de Hippie maintenant. Mais cette notion, c'est être la bonne personne. Ça, effectivement, parce que tu me coaches, en plus d'être mon amie, je suis une de tes coachées. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé cette notion d'arrêter d'être la bonne personne. Et du coup, je pense qu'on pourra en parler parce qu'il y a aussi des choses à dire en feng shui. Et c'est très vrai, justement, comme tu dis, cette notion de pas accueillir les personnes qui sont, comme tu viens d'expliquer, en mode prendre, prendre, prendre et qui ne vont rien donner. Et on a le droit de ne pas accepter le double standard, comme tu viens de le dire, comme on a le droit de pas accepter. Moi, j'ai vu enfin, pas accepter du coup, comme tu viens de le dire, tous les résidus. Je suis désolée, c'est pas dur dit comme ça. Parfois transgénérationnel. Moi, j'ai vu des maisons de personnes qui étaient étouffées par ce transgénérationnel. Mais quand je dis résidus, je sais que je suis pas une bonne personne là, et tant pis, parce qu'effectivement, c'est ça. C'est pas le beau secrétaire. Louis, tu vois, genre Louis-Philippe, en noyer doré, super joli, qui irait très bien avec des choses un petit peu modernes, qui a de la valeur. On est en train de te dire, tiens, je te donne de la valeur par rapport au transgénérationnel. Non, c'est les trucs un peu poussiéreux, petit peu cassés, un petit peu machin. Parce que, C'est les, parce qu'il c'est, y a cette dimension, je pense justement, de culpabilité. Comme je l'ai dit, il y a plein de gens qui ont cette culpabilité, en fait, de jeter, qui ont cette culpabilité de se dire, mon Dieu, si je me sépare de ce truc-là, qui me dérange, qui me prend de la place, mais que je le fais, je vais me sentir coupable parce que je vais être en mode où c'est comme si je l'avais jeté sur la voie publique, ou c'est comme si je l'avais mis parmi les ordures qui sont déjà trop nombreuses. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas en le donnant à quelqu'un d'autre qu'en fait, on crée de la valeur. Oui, il y a des gens qui savent faire des choses à partir d'éléments usagés et c'est pour ça que c'est bien de donner à des associations qui, elles, vont pouvoir se permettre de, des fois, faire le tri et d'identifier ce qu'elles veulent garder, ce qu'elles veulent pas garder, ce qu'elles peuvent retravailler, ce qu'elles peuvent transformer, etc. Qu'est-ce qu'elles peuvent réexploiter comme matériaux. Mais le fait de donner à des gens qui n'ont rien demandé, qui justement sont de la famille des objets qu'on aurait jetés par culpabilité, ça c'est le principal problème. Réglez votre problème de votre propre culpabilité, essayez de consommer mieux, de faire des efforts, passer sur les choses du passé. Le passé c'est le passé, on ne peut pas le changer, mais on peut faire en sorte que le présent il soit meilleur, le futur aussi. Donc soyez plus responsable dans votre consommation. Dans votre tri, soyez responsable aussi. Parce que vous êtes obligé de le faire, c'est-à-dire de vous poser la question de est-ce que j'emmène quelque chose à la déchetterie qui va peut-être être réutilisé, est-ce que je l'amène à une association qui va en faire quelque chose plutôt que de garder plein de choses. Moi, je mets bien, il y a une espèce de routine à Paris qui était un truc que beaucoup de gens n'aiment pas du tout parce qu'ils se disent ah là là c'est pas bien, en fait je trouve ça plutôt bien, c'est de poser certains meubles dans la rue qui semblent être des meubles fonctionnels, qui ont encore des parties qui peuvent être réutilisées ou qui peuvent être retravaillées pour que les gens puissent les récupérer, en fait, puissent eux-mêmes faire leur tri. Je pense que c'est mieux comme de les adresser à des associations qui sont dédiées à faire ce genre de choses
déjà pour désencombrer la rue, mais aussi pour être sûr que ce soit des environnements ou des étalages, des endroits qui vont aussi pouvoir bénéficier de cette réhabilitation de certains meubles ou de certains objets. Mais par contre, les petits objets inutiles qui sont ridicules et qui sont cassés ou moches, de temps en temps, réfléchissez quand même à savoir pourquoi vous les donnez aussi. Qu'est-ce que vous essayez de donner aux autres en fait? Qu'est-ce que vous offrez réellement aux autres? Est-ce que c'est pas une façon simplement de vous décharger, de donner l'impression je te donne quelque chose alors qu'en fait, je suis pas sûre que si j'ai envie de te faire un vrai cadeau. Tu vois, enfin, ce genre de choses aussi, de se poser la question au niveau relationnel qu'on a avec l'autre quand on donne des objets comme ça. Alors, c'est très intéressant. Moi, ça m'évoque trois choses. Déjà, on devrait lancer un hashtag, Martine. On n'est pas Emmaüs. Hashtag on n'est pas Emmaüs, hein. Voilà. La deuxième chose, c'est ça. C'est venez travailler l'affirmation avec une super coach comme Martine. Parce qu'en fait, là, on parle d'affirmation. Quand tu viens effectivement de parler des relations et des doubles standards dans les relations, des relations toxiques et des relations avec des personnes qui ont des toxicités et qui peuvent, voilà, où il faut savoir mettre ses limites, etc. Donc tout ça, clairement, c'est des sujets de coaching. Et de la même façon, comment dire par rapport à ça, comme tu viens de le dire, il y a aussi des mensonges de la personne qui ses parents arrivent, voilà, comment dire, comment dire, ils sont pas méchants ses parents, mais quand ils arrivent en disant tiens c'est pour toi, non, derrière le message c'est pas pour toi, c'est comme tu viens d'expliquer. Quand on creuse, voilà, donc accepter de pas être la bonne personne et sur le moment, voilà, d'aller voir, d'aller venir te voir et de travailler sur ça, mettre ses limites en disant ok, bullshit detector, voilà, deuxième hashtag, bullshit detector, voilà. Et après, effectivement, juste une chose que je voudrais rajouter d'un point de vue feng shui, je pense que ça fera aussi écho d'un point de vue coaching, c'est qu'en fait, tous ces objets, ils vont avoir une incidence énergétique chez vous. Mm. Ces objets qui ont vécu X générations familiales, qui sont chargés dans leur corps énergétique, donc là on parle plus énergétique, les objets c'est comme les corps physiques. Voilà, ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si vous y adhérez, mais du coup, effectivement, on a des corps énergétiques, hein, on en a 7 en tout, pardon, oui, 7 en tout, on a notre corps physique, avec notre corps physique, et du coup, effectivement, donc en gros, les émotions vont venir se charger, les choses vont venir se charger, effectivement, dans vos corps énergétiques. C'est pareil pour les objets. C'est même pareil pour les maisons, si on extrapole. On pourra en parler dans un autre épisode. Donc, en fait, ça veut dire que votre objet qui a vécu peut-être déjà 300 ans d'histoire dans votre famille, il s'est chargé. Si personne ne l'a nettoyé énergétiquement, s'il n'y a pas eu de purification, il s'est chargé de tout ça. Donc, il y a des maisons, vous rentrez dedans, des personnes qui ont nos âges, hein, qui ont la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, et vous rentrez et en fait, vous vous dites, je peux pas dormir ici. Et la personne elle-même, elle vous explique qu'elle a des problèmes de sommeil, qu'elle est en dépression, qu'elle a du mal à faire rentrer quelqu'un dans sa vie. Mais en fait, sa maison, elle est effectivement polluée énergétiquement, en plus de tout ce qu'on vient de se dire d'un point de vue ce que cette situation lui fait travailler sur elle-même. Donc voilà, donc pour dire qu'en fait, il y a le travail sur soi, encore une fois, que la maison va venir vous faire travailler avec ses objets à trier, mais il y a aussi l'incidence énergétique. Les objets ont des énergies. Et une chose que dit Marie Kondo, qui au final fait du feng shui sans le dire, mais elle fait clairement du feng shui, c'est très intéressant ce qu'elle explique, qu'en fait les objets ils ont aussi une vie. C'est comme nous. Si nous on nous met dans une pièce et on bouge jamais, évidemment on va se décharger, on va devenir malade, etc. Et d'ailleurs je pense que c'est aussi ce que les gens qui viennent te voir ont comme problématique, les gens qui ont du mal à exprimer leur potentiel, ils en souffrent. Et ben voilà, ça fait un peu animiste, mais si on y adhère, en fait un objet qu'on va laisser dans un coin et qu'on va pas utiliser, au final, quelque part il vit pas sa vie d'objet. Donc c'est aussi intéressant cette notion de libérer les objets qui ne nous servent pas. Alors encore une fois, les amoureux des livres, qui aiment avoir des grandes bibliothèques, qui prêtent des livres, qui vont relire un livre, etc. Voilà, on n'est pas dans le jeter absolument. Mais par contre, voilà, un vêtement que vous n'avez jamais mis en 10 ans, est-ce que, en plus si c'est un beau vêtement, peut-être d'une belle marque, fait par peut-être un artisan, une artisane couturière, est-ce que ça vaut pas le coup de le libérer cet objet pour qu'il aille vivre une autre vie sur une autre personne, faire des cocktails, aller boire des mojitos, enfin voilà, au bout d'un moment, c'est aussi important cette notion de libérer l'objet et de lui laisser vivre sa vie d'objet. Et ça, Marie Kondo, je trouve que c'est super intéressant ce qu'elle énonce là comme principe. Je pense que c'est pas tant une question de il faut y croire ou il faut pas y croire. Je pense que c'est un principe de à partir du moment où un objet on en a plus besoin dans sa vie, il faut arrêter d'essayer de s'en attacher, de s'y attacher ou d'y rester collé parce que justement il doit vivre sa vie. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui en a besoin, ou il y a peut-être il a envie peut-être justement de terminer son existence. Hein.
des objets suicidaires, je vous jure, des objets ils sont au bord du vide, ils tombent, ils se cassent, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Il suffit qu'il y ait des travaux en bas de chez soi avec la terre tremble et ils tombent par terre. Donc il y a forcément des objets qui, je pense, ont envie un petit peu de sortir de notre vie. Et puis il y a des objets qui vont avoir cette. Moi j'aime bien cette culture japonaise justement de donner un petit peu des esprits aux objets, comme tu le dis, qui vont se charger d'énergie, qui vont être pas seulement des énergies pures et dures, énergétiques, mais qui vont être même des fois des odeurs, des textures. Quelqu'un qui fume dans un appartement, qui recouvre progressivement et lentement les objets, les murs de goudron, de ces choses-là. Ça va être un objet qui est dans une cuisine, qui va se charger des odeurs de cuisine, qui va finalement se balader avec une espèce d'odeur, qui va porter en fait quelque chose qui va être visuel, cet objet qu'on laisse au soleil tout le temps, puis qui va se décolorer, qui va se ternir, qui va avoir aussi cette modification. C'est ce chargement dont on parle aussi, quoi. Alors, tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, je veux juste revenir sur ce que tu disais précédemment. En fait, quand tu parlais de justement ces objets, oui, je te laisse rebondir sur le commentaire de GG Brave juste après. Bonjour. Effectivement, cette notion justement de relation justement qu'on maintient avec l'objet, alors que l'objet aurait, tu vois, comme tu expliquais, aurait besoin de vivre autre chose, etc. Et moi, je trouve que c'est très vrai pour les relations aussi. Tu vas nous dire ce que tu en penses après la réaction aux commentaires. Mais effectivement, c'est vrai que du coup, c'est super intéressant de se dire, en fait, c'est pareil, les couples qui restent ensemble et tu sens que rien que la seule présence de l'autre énerve l'un, tu vois, et inversement. Et en fait, tu te dis, voilà, que derrière, il y a tellement de schémas qui les bloquent, alors qu'en fait, il y aurait ce besoin, relation amicale, amoureuse, professionnelle, hein. Les gens qui osent pas changer de travail, les gens qui osent pas, effectivement, changer de cercle d'amis qui osent pas s'affirmer dans la famille, voilà. Tout ça, et comme tu dis, ce moment où, en fait, on l'a tous vécu à certains niveaux, mais se dire, en fait, que oser être la mauvaise personne, pour reprendre un terme que tu m'as appris, oser justement, comment dire, aller vers autre chose. Bah, c'est pareil un peu avec l'objet, et comme tu l'expliquais, c'est un peu ce que l'objet montre. Et tu parlais d'objets suicidaires, et je pense que les chats sont très sympas pour ça, ils aident certains objets à finir leur vie plus rapidement. Voilà, donc hashtag on aime les chats aussi. Voilà, je te laisse. Le chat C'est ça. Moi, j'aime beaucoup ce commentaire. Moi, je me définis comme un manteau de trois quarts qui veut boire des mojitos. Boire des mojitos. C'est ça. Mais pour revenir en relation, effectivement, les relations aussi sont chargées comme les objets. Elles peuvent se charger d'un passif qui est justement quelque chose qui s'est passé au niveau de la relation, qui est parfois une blessure, qui est parfois une anicroche, qui est peut-être aussi une influence. Et du coup, de la même manière que parfois on se sent dans une relation où on est coincé, en fait, comme avec un objet, et ben, il faut des fois faire ce tri-là aussi parce que cette relation elle est chargée de la même manière que l'objet. Forcément. Oui, et puis tu vois, pour reprendre les principes de Marie Kondo, j'imagine qu'on peut laisser partir certaines relations avec gratitude et amour, comme on peut faire pour les objets, parce que ce que dit aussi Marie Kondo, c'est ces objets pour lesquels on a du mal à faire du tri. C'est cette notion justement de mettre de la gratitude dans ce que l'objet a représenté, parce qu'encore une fois, les objets sont quand même beaucoup chargés de symbolique, hein. Ils viennent nous représenter, tu le disais, bonjour Anne, ils viennent représenter justement tout ce qui va être l'amour que la personne nous porte, la relation, les souvenirs, les bons souvenirs, voilà, donc il y a tout ça en fait que l'objet va représenter. Donc c'est pour ça que tu parlais du fait de quand une relation se termine de ce besoin parfois de jeter, parfois on peut se dire ok, je mets dans un carton, dans un garage ou quelque part dans un placard et je reviens quand je serai moins passionnée, notamment pour des ruptures amoureuses ou des ruptures amicales importantes, d'amis importants, etc. De se dire bon, je reviens après, est-ce qu'il y a des choses que je veux garder quand même ou pas. Donc tu as raison sur ce, peut-être pas être dans l'impulsion de tout jeter, parce qu'on va peut-être après coup avoir envie de garder des choses. Quand les ruptures se passent trop bien, mais c'est pas forcément complètement sain. Ça, on pourra peut-être en parler aussi des ruptures dans un autre sujet hippie matin. Mais justement, se dire, par exemple, quand la rupture se passe trop bien, alors qu'il y avait des éléments de toxicité, peut-être quand même, moi, c'est ce que je conseille à certaines personnes, d'enlever certains objets, pareil, de les mettre dans des boîtes, et puis on verra plus tard. Parce que bon, quand voilà, il y a des choses qui sont détectées, la personne qui garde des choses un peu en s'accrochant, ça peut être pas bon. Mais en tout cas, voilà, la question que je voulais te poser, c'est ça, cette notion de c'est quoi ton point de vue par rapport aux relations, comme Marie Kondo peut le prêcher par rapport aux objets, cette notion de mettre de la gratitude au final dans le fait de finir un livre. C'est plus facile avec les objets aussi, mais de laisser partir un objet avec de la gratitude pour que ça soit plus facile. J'aime beaucoup ce que tu dis. C'est vrai, c'est plus facile avec un objet, il répond pas.
Il n'aura pas de choses à dire en retour. Il n'aura pas non plus la possibilité de refuser les choses que tu vas lui dire derrière. Donc, ça, au niveau relationnel, c'est autre chose, on est d'accord. Non, pour dire, enfin, se séparer dans ses relations avec gratitude des personnes, c'est une évidence parce que quelque part, c'est un exercice à faire au moins pour soi, même si la personne n'est pas capable de l'entendre. Si vous savez que si vous faites preuve de gratitude, la personne ne va pas vouloir partir. Si vous savez que derrière c'est un piège, etc. Il est évident que donner de la gratitude, c'est compliqué. Mais donner de la gratitude, c'est un élément psychique, c'est-à-dire être capable de reconnaître ce que cette relation nous a apporté, ce que cet objet nous a apporté, ce que cette relation nous a apporté. Et cette reconnaissance, c'est elle qui est importante parce qu'elle nous permet de réaliser ce qu'on garde à l'intérieur de soi et ce qu'on ne garde pas. C'est plus un exercice pour soi-même que pour l'autre, en fait. C'est plus un exercice pour soi que pour l'objet. C'est pour soi-même accepter de faire plus ou moins son deuil, entre guillemets, de cette relation de façon saine en passant par la gratitude. Mais la gratitude, c'est pas forcément quelque chose qu'on est obligé d'adresser à la personne, surtout si effectivement on sait que la personne, elle va pas vouloir partir ou elle va avoir du mal à accepter, en fait, de partir, ou elle va pas respecter la rupture, elle va pas respecter ce besoin nécessaire parce que bah, forcément, elle en tirait peut-être des bénéfices et qu'elle comprenait pas que vous ne tiriez pas. Et voilà, enfin, ce genre de choses. Mais oui, la gratitude, elle est absolument nécessaire quand on se sépare de quelque chose. Parce que la gratitude, c'est de la reconnaissance, et que la reconnaissance, c'est reconnaître ce qu'on a appris, ce qu'on a expérimenté, ce qu'on ne refera plus. La leçon, en fait, c'est de bénéficier de la leçon. Très intéressant. Très, très intéressant. Voilà. Et je dirais que c'est un peu la même chose au niveau professionnel, c'est-à-dire, OK, cette tâche que j'ai fait quotidiennement et qu'on m'a demandé de faire pendant des années, ça m'a donné une vision de comment fonctionnait ma société, etc., de comment je pouvais travailler et à quels effets et à quels intérêts. Maintenant que je l'ai compris, bah, cette tâche, elle m'est plus utile en fait. C'est celle de, c'est la responsabilité de mon boss ou c'est celle de peut-être de la confier à quelqu'un d'autre. C'est d'arrêter d'accumuler aussi les tâches et les choses qui nous encombrent pour faire bien notre travail. On a appris sa leçon par rapport à une chose et du coup, c'est le moment de dire bon bah voilà, je la laisse s'en aller parce que bah, cette tâche, c'est pas la mienne. J'avais, au niveau professionnel, j'ai un exemple précis. Pendant des années, je me suis occupée dans une société des partenariats, parce que j'étais responsable des partenariats de cette entreprise. Et quand j'ai changé de société, tout d'un coup, j'étais dans une nouvelle société, et il fallait que je refasse en fait des choses sur les partenariats. Et en fait, dans ma tête, il y a un moment donné, je me suis rendu compte, mais non, en fait, c'est faux. C'est pas mon truc de gérer les partenariats. Ça prend beaucoup de temps. C'est un aspect contractuel. Ça demande beaucoup de choses. Et donc, forcément, il faut se poser la question de est-ce que j'en ai besoin de cette tâche ou pas? Et moi, je me suis posé cette question. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est en prendre, en fait, en temps de travail. C'est quelque chose qui est très chronophage. C'est quelque chose que j'aime pas particulièrement faire. C'est quelque chose qui ne m'épanouit pas, en plus, je veux dire, au niveau professionnel, qui n'apporte pas de la valeur à ce que je fais qui j'ai l'impression de gérer quelque chose en plus j'ai l'impression de faire trois rôles ou trois métiers. Donc parfois séparer certaines tâches aussi, c'est une façon de se concentrer sur son cœur de métier, mais c'est aussi une façon des fois de faire comprendre à son manager ou de faire comprendre à son entreprise que on peut pas placer 50 trucs sur une même personne. On peut pas faire ce genre de choses. On doit pouvoir créer des postes ou diversifier des postes ou accepter d'ouvrir des postes pour faire certaines tâches qu'on n'a pas forcément à prendre en compte. Même si on se persuade que oui, mais ça prend 20 minutes par jour. Bah oui, mais imagine si toi-même, à chaque fois que tu dois sortir de chez toi, tu dois faire le tour d'une quinzaine d'objets qui t'encombrent. Si à chaque fois que tu dois prendre ta douche, tu dois débarrasser 5 ou 6 cartons devant ta douche. Alors oui, ça te prend 5 minutes par jour, mais en fait, c'est de l'encombrement. Et ben au niveau professionnel, c'est la même chose. Et il faut avoir parfois cette réflexion de se désencombrer professionnellement. Alors, tout à fait d'accord. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, on rappelle qu'on a bientôt des ateliers sur le bien-être au travail en présentiel et on est en train de réfléchir à une version en ligne. Pour ceux qui ne sont pas de l'Alsace, Colmar, Mulhouse, Strasbourg et environ. Mais effectivement, très intéressant ce que tu dis parce que justement, quand on travaille en entreprise, je pense qu'on a, enfin ceux qui y sont encore, je pense qu'il y a vraiment ce problème en fait de compréhension, comme tu viens de dire, de l'encombrement que peuvent apporter certaines personnes. Même les gens qui viennent te parler que 5 minutes en open space. L'open space, c'est l'endroit où tu es quand même le plus déconcentré. Et il y a justement cette notion de tri à faire, comme tu viens d'expliquer, de tri aussi des personnes que tu laisses venir, comment dire, voilà, on parle de personnes qui viennent, voilà, ma petite assistante aussi.
Et bon, en gros, ouais, c'est ça. Mais en gros, effectivement, comme tu l'as dit, c'est très intéressant cette notion justement de tri. Et on le voit que ce soit, donc, comme tu l'expliquais, en termes de charge de travail et en termes d'espace de travail aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Et en fait, pour celles et ceux qui nous écoutent, on a décidé de lancer ces ateliers parce qu'on constate effectivement qu'il y a quand même un fort sentiment d'impuissance par rapport au travail, par rapport au lieu de travail, par rapport, comme tu l'expliquais, aux conditions de travail, et qu'en fait, non, vous avez du pouvoir personnel pour sur tous ces sujets. Donc voilà, on s'en dit plus bientôt, mais en effet, c'est très intéressant que tu en parles parce qu'effectivement, le tri dans le domaine professionnel. Et voilà, et je connais quelqu'un qui a passé l'entretien il y a quelques jours et qui a eu la force justement de caractère de faire du tri dès l'entretien en disant bah non, moi j'accepte pas ces conditions de travail, j'accepte pas ce que vous me. Alors, elle l'a pas dit comme ça, elle l'a dit avec beaucoup de diplomatie, mais justement dès le début de faire du tri. Et ça, c'est super intéressant aussi ce sujet de vous avez du pouvoir dès l'entretien. Voilà, donc on vous en dit bientôt plus avec Martine. Exactement. On a beaucoup parlé du tri aujourd'hui. C'est un sujet super intéressant, super important. On pourrait y parler 2 heures. On remercie toutes les personnes qui sont venues nous voir. Si vous avez aimé ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a partagé aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des cœurs si vous pouvez, à partager cette vidéo, à partager ce que nous produisons sur le compte Tipeee Matin, à faire parler du compte Tipeee Matin, parce que je le rappelle, avec ce compte, en fait, nous ne gagnons pas d'argent sur Instagram. Présentons, nous offrons des contenus gratuits à des tas de gens. Donc, on a besoin d'avoir un maximum de public, en fait, sur ce sujet. Donc, si vous pouvez parler de nous, c'est génial, c'est super gentil. On vous remercie infiniment de nous aider. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur les publications, à venir bookmarker, à faire des choses un petit peu dans notre sens. Donc, si vous voulez faire des choses, cœur très fort. Et sinon, le sujet du tri était passionnant. On vous fera un petit récapitulatif comme on fait à chaque vidéo. On fera certainement quelques stories sur le sujet. La semaine prochaine, on parle d'un sujet super intéressant. On parle des IA et on parle de justement est-ce qu'il faut en avoir peur ou pas. Est-ce que les utiliser au quotidien, c'est une bonne chose? Et oui, il y a un rapport avec le feng shui. Oui, il y a un rapport avec le coaching, forcément. Sinon, on n'aurait pas choisi ce sujet. Il y a d'autres sujets qui sont à venir dans le futur, qui vont être des sujets sur le pouvoir de la photo. On va parler de la prise de parole en public. On aura des invités qui vont venir. On va parler de récit de soi. On va parler de tous ces sujets. Donc, on aura des gens qui vont se joindre à nous, des gens qui sont déjà venus, que vous avez déjà vu, que vous avez envie de retrouver, et puis d'autres personnes que vous n'avez encore jamais rencontrées sur cette chaîne, mais que vous allez rencontrer bientôt, qui sont des gens absolument passionnants, et du coup, qui vont vous permettre de parler, de discuter en direct. N'hésitez pas donc à mettre des likes, à mettre des cœurs et à partager. On vous remercie beaucoup. Au revoir.